Bonjour. Wow. Bonjour. On va commencer donc. Merci beaucoup d'être venu pour cette table ronde sur le passage du plateau au dématérialisé. On connaît souvent les jeux de société avec leurs plateaux, leurs pions, leur matériel, leur livret de règles d'un côté, et puis de l'autre côté les jeux vidéo dématérialisés sur écran avec leurs manettes, etc. Mais la frontière précise entre les deux médias tend aujourd'hui à se brouiller. Il y a de plus en plus de jeux de société qui sortent sur tablette tactile, un support qui est à la fois numérique, dématérialisé, et en même temps tactile, donc très matériel. Et on voit également naître des jeux hybrides combinant matériel de jeu traditionnel, les pions, les cartes, les figurines, et écran numérique. Ces nouveautés présentent de nombreux avantages, donc la lecture parfois fastidieuse des règles de jeu qui est remplacée par des tutoriels accessibles, la possibilité d'animer un plateau de jeu qui auparavant était immobile, le plaisir de jeu qui est renouvelé par le passage d'un médium à l'autre, le jeu de société, le jeu vidéo, mais aussi le livre, la bande dessinée, la série télévisée, etc. Et donc on peut se demander si on assiste aujourd'hui à l'avenir du jeu de société, un support qui dorénavant va devoir toujours composer avec les nouvelles technologies, ou alors si le jeu vidéo n'est pas en train de phagocyter le jeu de plateau. Et surtout on peut se demander quelles expériences ludiques permettent ces nouveaux médias. Donc j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes de ces questions. Donc Étienne Mineur, tu es designer, professeur à l'École des Arts Décoratifs de Paris, et cofondateur des éditions volumiques, donc une maison d'édition qui fait des créations qui mélangent jeux de société, livres et jeux vidéo, d'une certaine façon, on pourra en parler. Et donc la plupart des créations des éditions volumiques sont destinées aux tablettes tactiles, avec lesquelles vous renouvelez donc l'approche du jeu de société traditionnel. Et donc Philippe Nora, bonjour. Bonjour. Fondateur des éditions de jeux de société Funforge. Tu as créé le jeu Illusio, et donc tu édites de nombreux autres jeux. Et tu travailles aussi avec Funforge Digital, donc la partie de Funforge qui crée des mondes transmédia, c'est-à-dire donc des mondes pour divers médias interactifs, en particulier les jeux de société et les jeux vidéo, donc que tu publies, donc publie en jeu vidéo, une version jeu vidéo pour les jeux de société qui sortent chez Funforge. Donc, sauf si vous voulez ajouter tout de suite un mot, je propose qu'on commence par très simplement présenter les créations de vos deux maisons d'édition. Je ne sais pas qui veut commencer. Après toi. Non. Alors, okay, allez, je commence. Alors attends, je vais essayer. Alors je vais vous montrer rapidement. Alors nous, on est, voilà, qu'est-ce que tu disais? On a une petite. Alors, vous m'entendez là? C'est bon. Voilà. Donc on vient du jeu vidéo, nous, en fait, en général, du média numérique. Et puis il y a 3-4 ans, on a décidé de revenir au support papier, à la base, le livre, au début. Qu'est-ce qui se passe si on met des jeux vidéo dans du livre? Donc si vous regardez sur notre site, édition volumique, on a fait des livres qui se tournent leur page tout seuls, qui disparaissent. Voilà, on a bricolé. Et puis petit à petit, on est arrivé à trouver des solutions techniques et ergonomiques et en game design qui semblaient intéressantes, et on s'est rapproché plutôt du jeu de société. Et le jeu de société, le jeu est venu vers nous, puisque nous, on a des gens comme Asmodée ou Hasbro qui sont venus nous voir en disant tiens, ce que vous êtes en train de faire là, ça nous intéresse. Alors que nous, on était plutôt partis sur l'édition papier et en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec le. En gros, c'est cette image. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. On aime les deux, quoi. On aime le papier et les pixels. Alors, en gros, moi, on m'a toujours dit, je fais mes études il y a très longtemps, il y a 20 ans aux Arts Déco aussi, et on me disait déjà que le livre allait disparaître, et bah non, quoi. Voilà, le jeu de société n'a pas disparu non plus, le jeu vidéo l'a pas mangé, par contre l'a fait évoluer. C'est ça qui est intéressant. Donc en gros, en résumé, par rapport à ce qu'on pensait, voilà, il y a très très longtemps, on se racontait des histoires au coin du feu, on a eu les jeux de société, je vais très vite, je vous fais 4000 ans d'histoire, voilà. On a l'apparition du cinéma, de la télévision. On s'est retrouvés côte à côte, c'est-à-dire qu'on n'est plus face à face. Tout d'un coup, on s'est retrouvés côte à côte à regarder un spectacle. On a les ordinateurs et les jeux vidéo. On est en ligne, mais on est chacun devant un écran, même si on est en ligne. Actuellement, c'est comme ça. Voilà, on est tous les. Voilà, on s'amuse quand même, mais on est. Lui, il n'a plus de connexion à droite. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on pense que l'arrivée de ces tablettes, en fait, ces tablettes, elles sont à plat. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles traînent devant votre télé, sur votre table à plat. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans un écran partagé. Donc là, quand je pose ma tablette, je suis face à un être humain la plupart du temps. Et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. On a commencé à poser des objets sur les tablettes. Je vous épargne la partie technique, mais on a trouvé des solutions toutes simples qui permettent de faire reconnaître des objets sur ces tablettes. Et donc assez rapidement, voilà, ça c'est les premiers protos. Vous voyez, l'iPad n'était pas sorti encore. Alors là, on montre que des choses sur iPhone, iOS, parce que c'est les premiers à avoir sorti des hardware qui marchaient bien dans ce domaine. Maintenant, bien sûr, ça marche sur toute tablette Android, voire même Windows 8 maintenant. Voilà.
Bon, là, c'était les premiers tests. J'avais même mis une petite pile. Je vais assez vite, hein, après on pourra revenir dessus. Voilà, ça, c'est le premier test technique, où là, c'est que pour vous dire, c'est un trombone et un morceau de papier, mais on arrive vraiment à reconnaître le personnage. En gros, l'électricité de votre corps passe à travers la petite figurine, et on fait croire à l'iPad qu'il y a plusieurs points, qu'il y a plusieurs doigts, en gros, sur l'écran. Et en gros, on a hacké le système, mais d'une manière très simple. Il n'y a pas de puce RFID, pas de NFC, rien du tout. Voilà. Voilà, là. Et le dernier est plus intéressant, parce qu'en plus, on va avoir la position. Faut que je ne m'approche pas comme ça, là, ça va? Ouais. Voilà, celui-là, il est intéressant, parce que vous voyez, on a reconnaissance, position, rotation. Voilà. Donc ça, à partir de ça, on a commencé à montrer ça un peu sur le web, et on a eu, voilà, on est arrivé à développer ce jeu qui est là, qui est sorti sur le territoire nord-américain. Vous pouvez tester tout à l'heure, je l'ai amené, hein, si vous voulez jouer avec. Donc c'est Spellshot. Donc ce sont des petits magiciens qui chacun ont des pouvoirs propres, et c'est un jeu d'affrontement. C'est le premier qui attrape les premiers trésors qui sont répartis sur le terrain. Voilà. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, c'est un jeu tour par tour volontairement. C'est pas un jeu vidéo, hein, c'est plutôt un jeu de société tour par tour. Par contre, le gros avantage, c'est que ce terrain, il est magique, il change tout le temps. Voilà. Il est petit, ça c'est le désavantage par rapport à un jeu de société, hein, même s'il commence à avoir... J'ai vu une tablette 39 pouces là, il n'y a pas longtemps, voilà, comme ça. Voilà. Bon, le prix, je ne vous explique pas, mais voilà. Mais le terrain est petit, par contre, il peut changer tout le temps. Voilà, la règle du jeu... Il y en a une, mais personne ne la lit. On est plutôt dans un système inductif comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que petit à petit, on va découvrir les règles du jeu en jouant, contrairement à un jeu de plateau, pardon. Voilà, donc ça vous pourrez tester tout à l'heure. Je l'ai amené. Il y a eu toute une série de jeux sortis par Hasbro. Voilà. Après, Hasbro a utilisé nos technos avec notre accord pour sortir un Monopoly, un Battleship et aussi un jeu avec Zynga, Cityville ou Farmville. On a un petit ballon qui se promène sur l'écran. Voilà, donc là, nous, on continue, et les dernières choses sur lesquelles on travaille sont là, en ce moment, c'est une sorte de petit jeu de bataille navale avec des bateaux, et notre idée, c'est toujours trouver des gameplays et des manières de jouer où le fait de poser un objet dessus ne soit pas un gadget. D'accord, c'est que ça sert vraiment à quelque chose. Donc là, par exemple, ce jeu est assez simple. C'est comme une sorte de stratégo, c'est-à-dire que la voile va cacher les informations que vous allez transporter. C'est-à-dire que chaque bateau transporte soit des armes, soit des noix de coco. Et en gros, c'est un jeu de bluff. Voilà. Vous approchez, vous ne savez pas ce qui va se passer. Par contre, les combats, toutes les règles et tout sont gérés par l'ordinateur. Donc le jeu est en fait assez complexe, si vous le faites en jeu de plateau. Mais c'est intéressant ce qui se passe derrière. J'ai un peu peur. Voilà. Et là, je vais assez vite. Et en même temps, on a décidé, là, donc ça, c'est vraiment des protos, hein, que je vous montre, mais de sortir dorénavant dans une même boîte le jeu de société et le jeu qui est compatible iPad ou Android, hein, avec les mêmes pions. Donc là, c'est la version jeu de plateau qui tourne en ce moment, on est en train de le faire tester, qui marche bien, qui est un tout petit peu plus simple, puisque en gros, on s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. En gros, hein, on a décidé que c'était... Voilà. Mais ce sont les mêmes pions. Le pion, il est reconnu par l'iPad, mais c'est un pion. Donc, en fait, vous le posez sur un plateau, il marche très bien. Voilà. Donc ça, c'est les petits prototypes. Et là, c'est la version sur tablette. Alors, bon, même chose. En fait, on continue sur les pions. Là, vous voyez, c'est de la fibre optique. Et le pion, quand vous le posez sur l'écran, vous voyez, le petit visage va changer. Donc il sait où il est, il sait qui il est, et le petit pion, suivant ce qui se passe autour de lui, va pouvoir sourire ou va pouvoir vous dire des choses et tout. Donc ça, ce sont des prototypes. On est en phase de, en gros, comment dire d'une manière simple, trouver comment arriver à faire la même chose pour pas cher. Voilà, parce que voilà, hein, ça s'appelle, on fait plein de prototypes. Ça, c'est un autre projet. Je vais passer vite parce que je pourrais le remontrer après. Mais après, je vais voilà. Ça, c'est un Voilà, ça, c'est la maison fantôme. C'est pareil, c'est un petit jeu avec un petit livre. À la fin, vous avez un petit pop-up en papier. Vous posez la petite maison sur l'iPad. C'est à jouer la nuit pour se faire peur. Et en fait, vous avez vraiment l'impression que la lumière sort de la maison. Parce qu'en plus, on a mis du papier miroir et c'est un jeu de mémoire auditive. Donc en gros, il faut attraper des petits fantômes qui s'échappent de la maison. Chaque fantôme a un son particulier, il faut deviner lequel est-ce. Voilà. Et étonnamment, donc c'est un jeu de mémoire auditive et de rapidité, et ça marche avec des non-voyants. Ce n'est pas fait pour, mais ça c'est un avantage aussi, par exemple. Comme c'est un jeu beaucoup basé sur le son, on a un ami non-voyant qui joue avec nous. Il ne joue pas tout seul, mais il peut jouer au même jeu de société avec nous.
Et en jeu de plateau, il est totalement différent. On a fait le contraire. Cette fois-ci, vous êtes les fantômes. Vous n'êtes pas le chasseur de fantômes, vous êtes les fantômes et vous devez rentrer dans votre maison. Et donc c'est un système. Alors là, c'est un prototype fait en balsa. En gros, ce sont des sortes de labyrinthes qui peuvent tourner. Il y a des petites barrières pour empêcher les fantômes de se déplacer. Et c'est un jeu on va dire, semi-coopératif. Voilà. Et alors la maison, on va voir à quoi elle ressemble. Mais c'est la même maison, vous voyez, sur le jeu de plateau et sur le jeu iPad. Par contre, on a toujours besoin d'un objet physique, parce qu'on croit beaucoup à la matérialité, à l'aspect tangible de l'objet qui va rajouter une grande dimension ludique et puis surtout dans l'imaginaire. Alors Western, alors bien sûr, vous voyez, c'est pas l'image définitive, hein, bien sûr. Ça, c'est marrant, c'est un jeu qu'on a développé avec Farid Ben Salem, qui travaille avec nous. C'est un jeu que sur l'iPad à la base. On l'a prototypé en papier pour aller vite. Et en fait, on s'est aperçu qu'il est 1000 fois mieux en vrai, en jeu de société. Donc en gros, c'est un jeu où en fait, vous avez des petites caches. Et au bout de 3 tours, vous ne savez plus qui est caché derrière qui. Donc il y a un côté bluff et voilà, des choses comme ça. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que vous allez avoir un téléphone à côté de vous. Et les duels, quand vous êtes ici, voilà, vont être on va dire, réglés, alors soit au dé, soit avec des mini-jeux sur téléphone de rapidité. C'est une sorte de mini-game. On est face à face et c'est le premier qui clique ou c'est le premier. Voilà, plein de petits jeux mais qui arrivent en aléatoire et qui vont remplacer le dé d'une manière différente. Voilà, et ça c'est Balloon, je pourrais vous montrer. Ça c'est pas vraiment un jeu, mais c'était l'idée d'avoir juste un petit objet en papier. Vous le posez sur l'écran et vous avez nombre projeté virtuel, enfin digital, sur l'écran. Et vous avez vraiment une illusion d'optique. Vous pensez vraiment tout d'un coup que c'est en relief en fait. Enfin, voilà, vous voyez là, vous avez vraiment l'impression que le ballon va décoller. Et en gros, c'est juste se promener, vous jouez le vent et vous vous promenez sur un terrain qui est toujours différent. Et après, on a rajouté un mini gameplay, mais à la base, c'était juste une très belle lampe de chevet en gros. Voilà. Et on l'a sorti comme ça. On fait aussi bien de l'auto-édition. Enfin, on est dans les deux extrêmes. Soit on est chez Hasbro avec Monopoly, soit on sort ça de notre côté. Voilà, on est vraiment dans les deux extrémités. Et oui, on a fait la version iPhone. Et pour finir, la techno de reconnaissance marche aussi avec des jeux de cartes. Donc en ce moment, on avait mis un peu en stand-by tout ça parce qu'on travaillait sur ce genre de choses. Mais vous voyez, la carte est reconnue là. Ouais, une encre, comme le pion, il y a une encre argentée qui conduit l'électricité de votre corps. Et quand vous le posez, l'électricité passe à travers la carte et fait un pattern, une forme que l'iPad reconnaît. Voilà. Et donc là, par exemple, en ce moment, voilà, ça c'est un prototype sur lequel on est pour enfants. C'est-à-dire qu'en plus, on a fait les trous et quand vous les posez, vous allez voir, voilà, la carte prend vie en fait. Elle a les cheveux qui poussent, elle a les yeux et elle parle en plus. Voilà. Donc suivant vos actions, c'est une sorte de jeu de cette famille. Et suivant ce qui se passe, on va pouvoir s'échanger des informations. L'idée, c'est de choper le chapeau de l'autre. Enfin, voilà. Là, le gameplay n'est pas du tout bon. On est juste à... C'est vraiment du prototypage, on teste. On amène des enfants à l'atelier, où moi j'en ai quelques-uns à la maison. Je leur montre. Il y a des trucs qui marchent. Là, je vous ai vu sourire, c'est bon signe. Voilà. Donc voilà, voilà. Après, là, par exemple, ça, c'est pas encore un jeu du tout. Voilà, donc voilà. Après il y a d'autres types de gameplay, mais voilà. Après je pourrais montrer d'autres choses, mais je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour. D'abord bravo, moi je suis extrêmement impressionné par tout ce qui a été présenté. Merci. Sincèrement, nous on n'est pas du tout dans la même optique à Funforge. On vient aussi du jeu vidéo à la base, ça fait 20 ans pareil qu'on vient du jeu vidéo et on a décidé de revenir vers le tangible, le papier, le carton, voilà, pour plein de raisons, de faisabilité, de plaisir, de un peu ce qui a été évoqué par Étienne par rapport au jeu en commun. Et on a été un peu rattrapé par notre ADN à un moment où on a eu envie d'exploiter ce qu'on avait créé en jeu de société pour en faire du jeu vidéo. Pas du tout dans la même optique. Nous, on n'est pas dans une optique d'expérimentation comme celle-ci, de chercher à exploiter vraiment de façon très originale un support, un média nouveau. C'est pour ça que je suis très admiratif de ce qui a été présenté. Nous, on a une optique qui est de déclinaison d'univers, de ce qu'on appelle des propriétés intellectuelles qu'on a créées dans le cadre de jeux de société pour en faire soit des portages en jeux vidéo, soit exploiter les univers qu'on a créés dans le cadre de ces jeux de société pour en faire des jeux complètement différents en jeux vidéo, qui ne seront pas forcément destinés au même public et qui ne seront pas du tout les mêmes choses.
Le premier exemple que j'ai à donner, c'est celui-ci. Donc c'est Isla Dorada. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là en jeu de société. C'est un jeu de société qu'on a sorti en 2010, si je ne m'abuse, qui est un gros jeu, vraiment qui se joue. Les parties peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, je vais essayer d'éviter de tout casser. Donc c'est vraiment du jeu classique, hein, pour le coup, vraiment du jeu papier carton avec des cartes, des figurines, des pions en bois. Voilà, ça c'est un jeu qui était. Pardon ? Je peux sortir les... Ouais, bien sûr, je t'en prie. C'est un jeu qui est un jeu de négociation entre les joueurs, donc qui nécessite beaucoup d'interaction humaine entre les gens et qui était très compliqué de fait à transposer sur un support comme l'iPad ou tout simplement un support digital. Et on a décidé, par contre, comme on avait créé tout un univers, nous, pour créer le background de ce jeu, on s'est dit pourquoi pas l'utiliser pour en faire un jeu d'aventure, tout simplement, beaucoup plus classique, pour un public qu'on appelle casual, donc vraiment sur les plateformes digitales. Et on en a fait une version PC, Mac, iPad, iPhone et bientôt Android, qui n'est pas donc le portage du jeu de société. Je ne sais pas si on peut... Alors, est-ce qu'on peut brancher l'iPad directement? Est-ce que c'est le même... Non, c'est pas le même adaptateur. Hein. Tu sais, j'ai un mini, c'est un mini display. Non, j'ai pas. On peut le filer. Je vais amener la webcam. Oui, bien sûr. Le plateau donc représente une île imaginaire sur laquelle les joueurs se sont écrasés. C'est une expédition qui s'est écrasée donc sur cette île ici, et ils vont découvrir que l'île regorge de trésors, et ils vont chercher. Le but du jeu va être en 16 tours de trouver le maximum de trésors dans l'île. Sachant que l'île est extrêmement dangereuse, donc tous les joueurs vont devoir se déplacer ensemble, mais tout le monde va avoir un objectif différent. Donc c'est un jeu de cohabitation, c'est pas un jeu de collaboration. On va chercher à mettre des bâtons dans les roues des autres, mais en même temps on va avoir besoin d'eux aussi pour avancer. Donc c'est un jeu d'enchères, c'est un jeu de discussion, c'est un jeu d'objectifs cachés, et c'est du jeu de plateau classique qui demande, comme je le disais, beaucoup d'interaction entre les gens, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Du coup, on l'a... D'accord, ok. On a fait je vais vous le présenter comme ça pour le moment. Donc on a réutilisé l'univers pour en faire un jeu d'aventure très classique, qui est un jeu d'objets cachés, donc qui mêle des écrans de recherche et des écrans d'objets cachés. Non, je vais pas. Ce sera mieux avec la caméra, mais bon, en attendant. Donc, du coup, bien sûr, on peut profiter de la plateforme digitale dans une autre mesure que celle des éditions volumiques pour développer les univers que nous on crée avec des séquences cinématiques, évidemment, profiter de tous les avantages de l'iPad ou de l'ordinateur. Voilà. Donc ça, je vais la zapper parce que c'est la séquence d'intro qui est relativement classique. Et ensuite, on a vraiment du jeu très casual dans lequel on est beaucoup pris par la main. Et où on va avoir des objectifs très simples qui vont être simplement de découvrir tout ce qu'il y a autour de nous. Et on a développé une histoire, on a créé un nouveau personnage qui vient de se retrouver téléporté, en gros catapulté sur cette île-là, et qui va devoir en sortir. Et pour en sortir, elle va devoir récupérer toute une série d'objets tout le long du jeu pour réussir à rentrer chez elle globalement. Alors, en espérant qu'il va pas planter. Évidemment. C'est beaucoup moins préparé. Hein. Ah ouais. Alors attends, je vais être devant. Ok. Je sais pas comment tu peux te mettre. Je vais me mettre... Ah ouais, je vais la placer comme ça. C'est bien que la musique est à côté.
Ouais, désolé, hein. C'est pas évident. Voilà. Donc là, c'est toute une partie tutoriel. Moi, je pense que de vous le montrer directement, ce sera plus efficace. Voilà, donc on essaie d'utiliser surtout notre savoir-faire graphique et de contenu pour développer ces jeux-là. Le but étant d'immerger le joueur vraiment dans l'histoire, plus que de vraiment lui amener un gameplay très original comme ceux des éditions volumiques. Donc ça va être un enchaînement de puzzles extrêmement simples. Ça, c'est un écran de puzzle très simple où il faut simplement reconstituer. C'est pour un public assez jeune, ces jeux-là. Il faut simplement reconstituer le masque qui est en morceaux ici. On peut passer évidemment ces écrans-là très rapidement et on va enchaîner. Je vais attendre de pouvoir le passer. Je vais vous montrer un écran d'objet caché classique que vous devez tous connaître de toute façon. Voilà, c'est ce que ça aurait donné si on avait réussi. Et donc les autres petits gameplays qu'on a dans ces jeux-là, qui sont des mini-games du jeu dans le jeu, voilà, c'est ça. C'est des écrans d'objets cachés. On a une liste d'objets à trouver en dessous, un écran rempli de ces objets-là. Et on doit trouver au milieu de tout cet amoncellement les bons objets. On va les enchaîner les uns après les autres pour réussir à reconstituer l'artefact qu'on doit retrouver. Voilà. C'est une histoire relativement simple qui est basée vraiment, c'est une déclinaison de l'univers qu'on a développé en jeu de société. Ça, c'est un type de jeu qu'on fait. Il y en a un autre malheureusement qui ne marche pas parce qu'il n'y a pas le réseau ici. On a fait un autre jeu qui doit être en dessous. Non, il est sous la boîte. Qui est un jeu de cartes qui s'appelle Big ID. Qui est un jeu dans lequel vous jouez un inventeur et vous allez devoir combiner des cartes bleues et des cartes vertes qui sont des choses et des qualificatifs pour créer des inventions, la plupart du temps complètement stupides, et vous fondre d'un argumentaire de vente pour les vendre aux autres joueurs. C'est un party game rigolo, rapide, etc. Lui, on est en train de travailler à faire une adaptation de ce jeu-là sur iPhone, iPad qui sortira le mois prochain. Et pour le coup, c'est pas une déclinaison de l'univers, c'est un portage vraiment du jeu. On veut offrir ce jeu-là, vraiment ce gameplay-là sur les plateformes digitales, parce que lui, il s'y prête plus qu'un jeu comme Isla Dorada. Voilà. Nous, c'est le type de jeu qu'on fait, plus classique, c'est vraiment de la déclinaison de nos produits. Alors justement, dans vos maisons d'édition respectives, est-ce que c'est les mêmes personnes qui travaillent sur la version jeux de société et jeux vidéo chez vous, qui font le portage? Donc ça serait pour, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne les éditions volumiques, quand vous travaillez sur le matériel et sur le logiciel informatique, c'est les mêmes. Est-ce que tout le monde touche au code derrière ou est-ce que chacun se charge du... Je pense que c'est plus simple chez nous. Nous, on a une partie en interne. On fait déjà tout le développement, la conception du jeu est faite en interne. Parce qu'on a c'est nous qui maîtrisons vraiment le contenu de nos univers et on a envie d'en faire des adaptations qui soient fidèles. On a une partie du développement qui est faite en interne aussi et on travaille à l'occasion des prestataires externes pour faire du code ou des illustrateurs pour nous faire des illustrations qui vont être de la même façon qu'on le fait pour les jeux de société, on va le faire dans le jeu vidéo, on va faire appel à des illustrateurs. Pour Isla Dorada par exemple, certains des illustrateurs qui ont les deux illustrateurs qui ont travaillé sur le jeu de plateau ont travaillé sur le jeu vidéo, mais comme le travail était plus conséquent, on a fait appel aussi à 3 autres personnes qui sont venues renforcer cette équipe-là. Donc c'est un mix des deux en fait. Alors nous on est 3, c'est simple, donc on fait tout. Alors après, moi je suis designer, donc tout ce que je vous ai montré a priori, c'est moi qui ai commencé à le designer. On a 2 développeurs et mon associé qui nous aide aussi lui pour la R&D. Et après en fait, ce qu'on fait assez rapidement, c'est des prototypes. On teste et après quand un prototype commence bien à marcher, voilà pareil, je fais appel à des illustrateurs par exemple, moi je suis pas illustrateur, je suis designer, je suis graphiste, voilà, après c'est suivant, mais en fait on essaye d'être autonome le plus longtemps possible. Donc tout ce que je vous ai montré par exemple, on est autonome, comme ça on sait bien où on veut aller
Et après, quand on est OK, aussi bien sur le prix et sur le contenu et sur le design, là on va faire appel à un modeleur, à un sculpteur, à un designer 3D, un sound designer. Par exemple, il y a toute une partie de designer sonore où dans le jeu de classique, c'est pas un poste qui existe en jeu de société, donc le design sonore est très important. Donc voilà, donc on est vraiment en mode petit prototype. Et quand on travaille pour Hasbro va plutôt prendre l'idée, c'est-à-dire que dire à part le jeu de Spellshot où on l'a designé jusqu'au bout et on l'a codé jusqu'au bout, sauf le packaging. Monopoly par exemple, on a fait des protos juste pour montrer aux game designers internes de chez Hasbro ce qu'on pouvait faire avec des cartes, qu'est-ce que ça veut dire si on est 4 autour d'une table, si on est tout seul, bon voilà. Et à partir de là, on a fait le prototype et après on les voit plus du tout et après le jeu sort d'une manière autonome. Donc là ça s'arrête, on a une prestation qui s'arrête. Donc il y a deux modes de travail et là de plus en plus on commence à travailler un peu avec des game designers indépendants qui commencent à voir un peu ce qu'on fait et plutôt des gens du jeu de société qui ont plutôt l'habitude que les gens du jeu vidéo qui ont plus. Moi je vois ça de ce côté, c'est-à-dire que les gens du jeu vidéo ont plus de mal à se remettre dans le physique et le tangible avec des contraintes qui sont assez conséquentes, alors que les gens du jeu de plateau, ça ouvre plutôt un univers assez grand. Par exemple, travailler sur le design, un jeu de cartes sonore, tout d'un coup ça donne des idées aux designers de jeux de cartes par exemple. C'est un exemple comme un autre, mais c'est plus facile dans ce sens. En tout cas, moi, c'est par mon expérience. Je suis assez d'accord. C'est vrai que ce qu'on a vu dans les dernières expérimentations de physique dans le jeu vidéo, ça va être des choses qui sont assez timides, entre guillemets, comme Spyro, c'est une figurine et ils en vendent des millions parce que c'est la force de frappe du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop un sens de l'expérimentation qui est très poussé. Cela dit, chez nous non plus, on a un peu une approche, nous, qui est plus classique dans cette exploitation-là. On a également travaillé sur certaines choses à l'étape plus de prototype avec les gens de Ipone. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up qui développe une tablette. C'est une technologie qui se rajoute sur un écran de détection d'objets, etc., qui va assez loin puisqu'ils peuvent détecter des dizaines d'objets sur l'écran. Ils peuvent détecter les distances. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. On réfléchit avec eux sur ce genre de principe. Ils ont fait appel à nous justement parce qu'on a une approche qui est plus débridée par rapport à l'objet que ne peut l'être effectivement un designer de jeux vidéo. Et donc du coup, selon vous, qu'est-ce qui est propre à chaque support de jeu dans l'expérience ludique au niveau des mécanismes par exemple? Quand on commence à créer un jeu de société ou un jeu vidéo, est-ce qu'on se pose les mêmes questions? Franchement, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce qu'on va toujours se poser la question du plaisir du joueur. Évidemment, le support va être un très conducteur de ce qu'on va vouloir donner. Si on fait un jeu de cartes, si on fait un jeu de plateau, on a des contraintes qui sont extrêmement fortes en développant un jeu de société qui vont nous obliger à être entre guillemets un peu malin sur le plaisir qu'on va vouloir apporter parce qu'on a peu de choses à exploiter, on doit en tirer beaucoup de choses. Sur du numérique, on va avoir tout un tas de possibilités et qu'on a bien vu dans les prototypes qu'Étienne a présentés, qui vont nous ouvrir énormément de nouvelles choses. Et je pense qu'on est un processus beaucoup plus itératif dans le développement d'un jeu vidéo que dans le développement d'un jeu de société, qui va partir d'une idée généralement assez simple, assez forte, et qu'on va relativement peu décliner. On va la régler, on va la pousser, on va relativement peu la décliner. Dans un développement numérique, on va avoir... nous, c'est ce qu'on a expérimenté notamment avec les gens d'Ipone. On a une idée qui arrive comme ça d'un coup, on prototype un truc et ça change complètement le type de gameplay qu'on voulait faire. C'est vraiment plus... la démarche, à mon sens, elle est complètement différente. Même si au final, on va avoir un jeu qui repose toujours sur un mécanisme très fort, très simple, la démarche de création, elle est d'un côté, je dirais, assez... Dans le jeu de société, à mon sens, elle est assez posée sur des rails et on avance avec pas mal de certitudes. Dans le numérique, on va avoir tendance à plus expérimenter. Alors évidemment, c'est pas les mêmes coûts non plus, l'expérimentation dans le numérique que dans le jeu de société. Il y a des contraintes fortes. Vraiment, ça dépend vraiment du produit auquel on va arriver au final, je pense. Alors attends, j'adore le son. Alors, la question, je me rappelle juste... Je suis coupé aussi. Sur les différences entre les mécanismes de jeu, alors déjà, par exemple, il y a beaucoup de jeux vidéo comme Civilization, tous les jeux Sid Meier et tout sont vraiment basés sur des jeux de plateau. Il y a beaucoup de l'ERPG japonais
Enfin voilà, il y a beaucoup de points communs quand même entre certains jeux vidéo et certains jeux de plateau. Il y a des échanges, même si moi c'est ce que je montrais dans ma petite présentation. Moi ce qui m'intéresse c'est, comme là tu avais dit là, c'est là par exemple c'est un jeu de négociation où on a de dialogue, de bluff par exemple, qu'on a beaucoup de mal à faire en jeu vidéo. C'est possible hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors que tout d'un coup il y a une dimension psychologique. Par exemple le poker, voilà, le poker en ligne ou le poker en vrai, entre guillemets, ça n'a rien à voir. C'est deux types de jeux différents. Et moi qui viens plutôt du numérique, je m'intéresse beaucoup plus à l'aspect psychologique qu'on a autour d'une table et les interactions qu'on peut avoir, sachant nous, on ne s'empêche pas d'avoir un objet numérique à côté de nous. Donc qu'est-ce qui se passe, sachant que la priorité, c'est d'abord l'interaction entre les joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Comme le jeu Western, en fait, on a dit il faudrait quand même un objet numérique, mais le jeu marche très bien à deux face à face. Et après, c'est économique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un proto de jeu de plateau, c'est pas très très cher à fabriquer. On se débrouille, un morceau de carton et tout. Un proto jouable de jeu vidéo, c'est très cher. Voilà. Donc tout d'un coup, en gros, pour donner une idée, assez rapidement, nous, on arrivait à 5 000 € un proto fini de jeu de plateau. C'est plutôt 50 000 un jeu vidéo. Et je suis pas cher. Enfin, c'est pareil. Voilà, nous, en gros, c'est 10 fois en gros. Hein. Ouais. Donc tout d'un coup, en jeu vidéo, ce que tu disais, on peut moins expérimenter. C'est-à-dire qu'on peut pas, faut pas trop se planter quand même un jeu vidéo. Si on est parti sur un jeu à la vue à la première personne, si au bout de 6 mois on se dit c'est vachement mieux en vue de haut, non, en fait non, on continue comme ça. Voilà. Alors qu'en jeu de plateau, on peut dire ça marche pas. Le moindre changement induit une modification complète du jeu qu'on va avoir au final. Donc c'est plus compliqué. Et après, il y a tout l'aspect, alors là moi que je découvre joyeusement, qui vient du numérique, la distribution. Actuellement, honnêtement, sur nos petits téléphones, c'est génial. C'est que j'en vende 1 ou 1 million, pour moi, ça ne me coûte pas plus cher. C'est-à-dire que je le mets chez Monsieur Apple, Monsieur Android. Voilà, on a la musique avec. Apple, par exemple, prend 30% et c'est fini. Alors que quand on veut vendre ça, tout d'un coup, on a beaucoup de problèmes. C'est la vraie vie, quoi. Il y a du transport, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a du retour, Voilà. Donc c'est un domaine totalement différent en distribution et en mode de la manière dont on va vendre ça. Alors que là, ton jeu, je ne sais pas s'il est gratuit ou c'est du freemium. Alors Isla Dorada, c'est du try and buy. Voilà. On a 1 heure gratuite et après on peut acheter le reste du jeu. Big ID, ça va être un jeu gratuit, enfin en freemium, donc gratuit avec de l'achat dans le jeu pour compléter son expérience de jeu. Moi, je tempérerais un petit peu cette version ton discours sur la distribution. Je pense qu'on n'a pas le même mode de distribution non plus sur le digital. Nous, pour le digital, on passe par ce qu'on appelle des éditeurs dans le jeu vidéo, qui sont en fait des distributeurs. Ils appliquent finalement le même modèle que le physique. Ah oui. Ils prennent des marges aussi, donc ils prennent leurs marges pour finalement pas faire grand-chose à part nous faire profiter de la communauté de leurs joueurs. Par exemple, on pense à tort que diffuser un jeu gratuit, ça va être super, ça va permettre de ramener plein de gens et qu'au final, le jeu va avoir un succès énorme. En fait, ça coûte extrêmement cher de distribuer un jeu gratuit, paradoxalement, parce qu'il faut recruter les joueurs, leur dire le jeu existe, venez y jouer. Il faut leur montrer que le jeu est suffisamment intéressant pour qu'ils viennent acheter des choses dans le jeu. Et tout ça, c'est un travail qui va avoir un coût marketing, de communication, de distribution, qui est non négligeable et qui peut être de 1 € par joueur recruté. Donc si on veut avoir 50 000 ou 100 000 personnes qui jouent à notre jeu, il va falloir investir beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup d'enjeux un peu nouveaux, c'est vrai, dans la distribution digitale, mais qui sont... c'est pas... nous, en tout cas, dans la façon qu'on a de distribuer nos jeux, on se contente... On peut pas se contenter juste de dire on le pose sur un store, sur l'App Store ou sur Google Play, et ça va marcher tout seul, parce qu'il y en a des dizaines de milliers, donc il faut trouver un moyen de sortir. Ah non, mais je suis... Est-ce que la durée de vie d'un jeu numérique est moins longue ? Enfin, moi j'ai l'impression que la durée de vie d'un jeu en numérique plutôt qu'un jeu de plateau est moins longue. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je vais faire une réponse assez rapide, ça dépend vraiment du type de jeu. Pour un jeu comme Isla Dorada par exemple, le jeu de plateau, on va pouvoir y jouer et rejouer avec des amis, sa famille, vraiment faire plein de parties différentes, et ça va avoir une durée de vie qui va être assez importante. La version numérique, c'est un jeu d'aventure qui va être fini en 4-5 heures. Voilà. Donc c'est pas du tout le même jeu, et c'est bien pour ça que j'insistais sur le fait que c'est pas du tout le même jeu. Un jeu comme Big ID, qui va être une version du jeu de cartes, on va pouvoir y jouer avec des communautés de joueurs en ligne, et on va finalement retrouver le même plaisir que sur le jeu de cartes, et on va pouvoir renouveler les parties. Donc la durée de vie va être un peu
plus équivalente en termes de... parce que le produit est le même finalement. Il a juste pas la même forme. Alors, en jeu vidéo pur et dur, les durées de vie sont très très courtes. Alors là, pas en temps de jeu, mais la fenêtre pour savoir si votre jeu marche ou pas, c'est en 2 semaines. Alors qu'un jeu de plateau, c'est une sorte de longue traîne. C'est-à-dire qu'un jeu peut se vendre 2, 3, 10 ans. Enfin voilà, je sais pas, il y a un jeu comme Saboteur, voilà, je crois qu'il a 10 ans. C'est un petit jeu de cartes avec des... Voilà, et ça continue. Alors qu'un jeu vidéo d'il y a 10 ans... Voilà, voilà. Donc c'est un mode de distribution et même dans la tête complètement différent dans le joueur où le jeu vidéo est très comme un bonbon, voilà, comme ces petits bonbons, j'en veux un tout de suite, alors que le jeu de société est beaucoup plus, c'est beaucoup plus long pour les ventes. Et puis le jeu de société ne souffre pas de l'évolution matérielle dont souffre le jeu vidéo. Les nouvelles consoles, les nouveaux PC, les nouvelles cartes vidéo, le réseau qui va plus vite, etc., qui fait que les jeux sont obsolètes très très rapidement. Le jeu de société, ça reste du papier, du carton, du plastique, du bois, et donc c'est pas les mêmes enjeux. Alors, on est passé à la fête foraine. Je suis désolé. Désolé. Si le public veut intervenir, il n'y a aucun problème pour poser d'autres questions. Sinon, moi j'en ai une autre. Donc on dit souvent qu'on est à l'époque de la dématérialisation et que c'est exactement ce que disait Étienne au début avec les papiers, etc. Que, vu qu'on a la grande majorité de la population qui passe beaucoup d'heures d'écran, beaucoup d'heures sur les écrans tous les jours, est-ce que à travers comme ça des productions à la fois sur papier et sur numérique, on peut dire que dans les industries culturelles, le public reste quand même attaché au matériel, que ce soit aussi dans d'autres domaines comme la lecture numérique, papier ou le développement des jeux. Ça, je pense que Étienne répondra beaucoup mieux que moi à cette question. Vous m'entendez là? Ouais. Alors il y a deux choses. Il y a un jeu maintenant sur un téléphone, c'est 89 centimes d'euros ou gratuit. Donc après on peut acheter en freemium, des choses comme ça. Mais ça doit être 39 ou 49, enfin je sais pas, voilà, voilà, on a une boîte, elle est lourde, il y a du matériel et ça fait plaisir. Quand je sors de ma boutique, j'ai quelque chose d'assez important. Et nous on est parti là-dessus, par exemple même avec Hasbro, là, les petits jeux, c'est de dire ça, je crois que c'était vendu 15 $ aux États-Unis, c'est pas $1, c'est 15 $ quand même, parce qu'on a des petites figurines, voilà, on a des petites cartes et tout. Par contre le jeu est gratuit, totalement. Donc ça on était parti sur l'idée, même toujours, que les gens plus facilement vont mettre 10 € dans un objet que 1 € dans un objet digital. Ou déjà, payer 1 €, même moi des fois je réfléchis. C'est ridicule, mon téléphone il vaut 500 €. Enfin, vous voyez, même les tablettes, c'est une tablette ça vaut 300-400 €. Acheter un jeu à 1,50 €, on est là, ouais, je sais pas, un café là ou un yakitori là, ça doit valoir 10 €. Donc c'est vraiment... comment dire, au niveau de c'est compliqué au niveau de la manière dont on va vendre. Par contre, on a une diffusion, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que la distribution digitale, c'est facile maintenant, et entre 1 et 1000, mais c'est que, et c'est vrai qu'on est perdu entre 100 millions de jeux sur un téléphone, donc après il y a beaucoup de marketing et comment arriver à se faire connaître, ça c'est compliqué. Par contre, la manière de le faire est très simple, c'est pas compliqué. Là, voilà, j'envoie mon mail, j'envoie mon application, elle est validée ou pas, et chez Android c'est même automatique. Alors que là, par exemple, fabriquer ça dans des délais convenables et tout, c'est beaucoup plus long et compliqué. Mais c'est vraiment deux manières de penser différemment. Par contre, nous, on pense que le retour à l'objet physique donne de la valeur, surtout s'il est bien fabriqué, si c'est du beau carton, si c'est du, comme on dit, du beau matériel il est imprimé, c'est du beau carton, c'est déjà pré-découpé, enfin il y a un beau plateau, et ça c'est valorisant pour l'acheteur, et surtout on le garde. C'est pas une appli que je teste et puis au bout de 3 jours je fais de toute façon il y en a une autre qui arrive. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Nous on essaye de concilier les deux. Donc c'est pas évident, mais c'est d'essayer de bien trouver les valeurs ajoutées du numérique et de ça. Par exemple, ça, on avait vu qu'il y a pas mal, il y a une population, il y a un pourcentage non négligeable d'enfants qui achètent ça juste pour les figurines. Voilà. C'est pour ça que c'est transparent d'ailleurs. Voilà, ça c'est dans les études qu'on avait pu faire. On a un peu la même chose sur Isla Dorada. Les gens, des fois, l'achètent pour les 3 figurines qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc c'est alors que le jeu, il y a un jeu avec, super. Voilà. Et d'ailleurs nous, on va voir si ça marche. On verra dans un an, on reviendra. Mais les boîtes, les jeux western, fantômes et tout, on voudrait vraiment le faire comme un jeu de société classique. Et il y a juste
quelque part où c'est marqué que c'est compatible avec un jeu sur support numérique, mais ça ne soit pas mis en avant. En tout cas, on va voir. On va voir ce que c'est pour dire ce jeu, c'est un jeu de société, il est très bien, vous allez voir, vous pouvez jouer ensemble. Et si vous avez la chance d'avoir une tablette, eh ben, avec ces mêmes pions, vous allez les poser sur tablette et vous allez avoir une expérience différente. Et je rejoins ce que tu disais, c'est que l'idée, c'est pas de copier. Par exemple, ce jeu-là, c'est vrai que j'étais impatient de voir à quoi ça pouvait ressembler parce que on peut pas l'adapter, tel quel. C'est très compliqué. Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Puis voilà, il est très bien comme ça. Je vois pas pourquoi sur tablette. Voilà, donc il faut faire quelque chose de différent et au contraire agrandir l'expérience. Voilà, parce que par exemple nous, si on faisait un livre, ce serait une BD qui expliquerait les aventures de ces petits personnages. On ne reprendrait pas le gameplay, ce serait juste un livre pour lire des histoires. Voilà. Donc en gros, chaque support a ses propres avantages. Et l'idée, c'est d'arriver bien à articuler ça, ce qui n'est pas évident. Et en plus, à faire comprendre aux gens et aux acheteurs. Parce que souvent, ça, ils ne savent pas où le mettre. Alors, c'est au rayon jeux vidéo ou c'est au rayon jeux de société et ça peut se retrouver au rayon porte-clés. Voilà, non mais voilà, et ça c'est assez compliqué. Alors que quand c'est bien balisé, donc là dorénavant on va dire c'est un jeu vidéo ou c'est un jeu de société, mais c'est pas les deux. Et après les gens comprendront d'eux-mêmes, ça marche aussi avec un jeu vidéo par exemple. Mais ça on verra. C'est le début, c'est là où c'est intéressant de voir tout ce qui peut se passer. Il y a aussi quelque chose, je pense, qui est induit par le support en lui-même. Quand les gens jouent sur un ordinateur, c'est quelque chose qui est assez monolithique, qui est posé à la maison. On accepte le fait que ce soit purement du numérique. Quand on a un téléphone portable ou une tablette, c'est déjà un objet. C'est déjà un objet qu'on va transporter avec nous et qu'on va considérer comme un objet. C'est un objet qui a plein de capacités numériques, mais ça reste un objet. Et on va être plus enclin, je pense, à mixer cet objet avec d'autres objets qu'un ordinateur. Et je pense que rien qu'en ça change de toute façon la façon qu'on a de percevoir le jeu. Même quand on joue à un jeu, on va jouer à un Small World ou à un jeu comme ça, adapté vraiment un portage du jeu de société sur le numérique, on va presque avoir l'impression de jouer à vraiment un jeu de société quasiment physique. Ouais. Je pense que c'est intéressant aussi cette démarche-là. Est-ce que vous avez le même public chez Funforge pour la version plateau et la version jeu vidéo ? Dans la mesure où Isla Dorada, qui est pour l'instant le seul qui est officiellement sorti sur les stores, et c'est vraiment deux jeux différents, non, on ne va pas avoir le même public. On va peut-être avoir une partie qui a aimé l'univers du jeu de société, qui va dire je vais jouer au jeu d'aventure, mais la plupart du temps, les gens qui vont jouer au jeu d'aventure ne savent même pas qu'il y a un jeu de société qui existe. Ils vont le découvrir parce qu'on en parle dans le jeu de vidéo, mais c'est vraiment deux produits décorrélés. Je pense que pour Big ID, pour le coup, qu'on va sortir le mois prochain, qui a déjà une petite communauté de joueurs, on va avoir, son démarrage va profiter du public qui connaît le jeu physique et qui l'apprécie pour ce qu'il est en jeu de cartes. Voilà. Et là, on va avoir plus d'échanges entre les deux publics. Du coup, la tendance du transmédia qu'on voit un peu partout, avec pour les plus vieux Star Wars, pour les plus récents le Trône de Fer, etc., on a à la fois des livres, des bandes dessinées, des séries télé, des jeux vidéo, des jeux de société. À chaque fois, c'est... Alors, est-ce que c'est toujours, on peut dire que c'est un même public qui va avoir un plaisir à aller dans des univers, enfin en restant sur le même univers dans des médias différents, ou est-ce qu'à chaque fois on adapte tellement aux médias que finalement les joueurs de jeux de société, on ne va jamais les retrouver en joueurs de jeux vidéo ? Je pense pour ma part que ça dépend beaucoup du sujet. C'est-à-dire que quand tu prends Star Wars, les gens qui vont prendre du plaisir à jouer à jouer ou à apprécier tous les produits Star Wars, c'est la licence qu'ils vont aimer. L'univers de Star Wars leur plaît, ils ont envie d'avoir les figurines Star Wars, de jouer un jeu de cartes Star Wars, de jouer un jeu vidéo Star Wars. Voilà. Et je pense que à mon avis, on pérennise beaucoup plus les gens sur ce genre de choses. Les gens qui vont avoir aimé un gameplay d'un jeu de plateau, je pense très sincèrement que les gens qui vont avoir apprécié Isla Dorada en jeu de plateau, ils vont pas forcément aimer le jeu d'aventure sur l'iPad. Pour nous, c'était presque de la facilité de se dire, on a fait un travail, on a fourni un travail pour créer un univers, on va l'exploiter de façon différente. Mais je pense pas qu'une mécanique de jeu, sauf vraiment succès extraordinaire, un jeu comme Carcassonne, peut-être des jeux dans ce genre-là, pourront intéresser le public sur d'autres supports. Et encore, moi je peux aimer jouer à Carcassonne et lire une BD ou un livre Carcassonne, ça va peut-être pas beaucoup m'intéresser. Je pense que vraiment pour profiter du transmédia et de tous ces effets, il faut vraiment avoir une licence, soit qu'on a récupérée, soit qu'on a créée, mais qui soit très forte.
En tout cas, c'est mon humble avis. Le fait de travailler sur un univers existant, donc par exemple, moi un des premiers gros jeux de société, moi je connaissais pas bien les jeux de société il y a 3-4 ans, c'est Battlestar Galactica par exemple, qui est juste incroyable. Je connaissais bien la série, en plus moi je suis né à une période où j'ai vu la première série d'origine, qui était vraiment pas bien, mais voilà, donc il y a eu un bon gap. Mais cette série, c'est-à-dire que ce jeu de société qui est quand même du lourd, c'est du FFG, voilà, c'est 4 heures de partie à chaque fois et tout. Mais comme les game designers ont bien su prendre on va dire l'essence même de la série, dans le jeu on le retrouve. En plus, si on a vu la série, toutes les cartes et les événements qui arrivent, ça vous rappelle tout un univers. Et donc très rapidement, dans cet univers qui est quand même assez opaque, si on connaît pas Battlestar Galactica, le jeu déjà est compliqué et en plus l'univers est compliqué, donc ça fait beaucoup. Mais ça crée une communauté de jeu. Enfin moi j'ai des amis là assez hardcore, on va dire. C'est-à-dire qu'on a tous vu cette série, on est des fans et on joue à ça régulièrement. Et après on fait du prosélytisme, c'est-à-dire il faut que tu regardes la série, plus tu vas jouer au jeu. Donc il y a un côté comme ça mais parce que c'est comme pour Walking Dead, la BD, la série télé et le jeu vidéo qui est assez extraordinaire. Ils n'ont pas copié, c'est-à-dire que c'est même pas les mêmes personnages dans les différentes séries, c'est qu'ils ont su prendre l'univers, l'adapter au support et dire voilà, par exemple dans le jeu vidéo c'est le même univers, c'est le même. Par contre on n'a pas les mêmes personnages ou presque, et par contre l'idée c'est de prendre des décisions assez dramatiques assez rapidement et ça crée une tension très forte et ils ont vraiment su bien le faire. Donc là, à chaque fois, c'est vraiment un travail de scénario, de game design et de ne pas faire une licence bête. C'est pas parce que j'ai pris Angry Birds au hasard. Allez, j'achète Angry Birds, je le colle sur des t-shirts, sur des casquettes et j'en fais un jeu vidéo et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais ramener de l'argent parce qu'Angry Birds est très connu. Là, c'est pas très intéressant. Par contre, prendre des licences comme ça avec un univers assez, même très de niche, mais d'arriver à le développer et après, on peut avoir des gens qui viennent, par exemple, du jeu vidéo, qui vont découvrir, je sais pas, Battlestar Galactica. On peut découvrir, moi, par exemple, j'ai découvert le jeu de plateau avec la série. Je dis tiens, il y a un jeu de plateau sur cette série. Alors là, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont pu en faire? Et on s'est aperçu que c'était très bien. Voilà, donc je pense que c'est une sorte de cercle vertueux où je pense que si c'est bien fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, si c'est bien fait, parce que si c'est de la pure licence bête, alors là... Oui, je suis d'accord, c'est vrai que les exemples que donne Étienne sont très très bons. Battlestar Galactica, le gameplay, ils ont su faire un gameplay qui fasse écho au climat de la série, vraiment à l'intrigue, au stress qu'on peut retrouver. Et c'est ce qui fait, je pense que le jeu marche très bien comme ça. S'ils avaient juste fait un jeu où des chasseurs se couraient après dans l'espace, ça aurait été nul. C'est pas, y a rien d'automatique de toute façon, ça c'est une évidence. C'est pas parce qu'on a Star Wars qu'on va faire que des bons produits avec. Alors il y a eu plein de merdes qui ont été faits avec Star Wars, mais après c'est comme tu le disais, voilà, il y a un univers qui fait que on a envie de s'y retrouver. On a aimé l'univers de la série, on aime l'univers du jeu parce qu'il fait écho à l'univers de la série dans ses mécanismes, et c'est ça qui est intelligent dans ces développements-là. Peut-être que le public veut réagir ou poser une question. Oui. Je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure d'une start-up française qui faisait une tablette de grande dimension, enfin un peu plus grande. Je voulais savoir si vous aviez déjà commencé à réfléchir au jour où on aura des surfaces tactiles de plus grande dimension. Et aussi, est-ce que vous avez commencé à intégrer la possibilité d'avoir des systèmes à réalité augmentée dans les futurs jeux qu'on pourra avoir d'ici quelques années? Alors le plateau augmenté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces tablettes, elles sont, on va dire, interactives et elles peuvent changer c'est-à-dire que contrairement à ça, voilà, la tablette est beaucoup plus petite, mais par contre le terrain change tout le temps, donc voilà, ça c'est adapté. Le plateau augmenté, nous on travaille d'ailleurs sur des plateaux en carton, mais qui sont capables, vous posez un iPad ou un iPhone au milieu, ou une tablette n'importe laquelle, on arrive c'est-à-dire que lui là, au hasard, je prends un grand plateau de Cluedo, on va dire, et quand je pose Monsieur Rose sur le plateau, l'iPhone, mais sans aucun système très compliqué, c'est que Madame Rose ou le colonel machin est dans la cuisine. Donc on arrive à envoyer de l'information, mais juste avec du carton et du papier, toujours avec des systèmes électriques, on arrive à dire voilà,
Donc tout d'un coup, là, le plateau devient maître du jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on joue à Cluedo ou peut-être ce jeu-là. Enfin voilà, des jeux assez compliqués, on y rentre assez facilement. Donc là, on travaille dessus. Après, il y a des tablettes de plus en plus grandes, mais qui sont vraiment pour des marchés de niche. Parce que bon, voilà, c'est des tablettes à 1500 €, 3000 €, voilà. Ou des choses comme iPhone, par exemple. On les connaît bien, où là, on peut mettre... c'est une sorte de film en plastique, une antenne, sur lequel on peut mettre même sur une table. Hein. Non, alors en fait, la technologie d'iPhone, c'est ce qu'expliquait Étienne. Enfin, ça pourrait se rouler, mais ça sert à rien de le rouler. C'est une feuille qui est vraiment transparente, à peu de choses près, qu'on colle. Qu'ils ont intégré pour leur présentation dans un écran, parce que c'est intéressant de voir cette interaction entre l'image qui bouge et vraiment les pions posés dessus. Mais ce qui est vraiment intéressant dans la technologie, c'est qu'elle peut s'intégrer aussi dans un plateau en carton. Ouais. Et elle revient finalement assez peu cher en termes de fabrication, ce qui pourrait permettre de faire des grands plateaux en carton avec, comme disait Étienne, par exemple un téléphone à côté qui communique avec le plateau en Bluetooth ou en Wi-Fi, et on place ses pions dessus et le téléphone va renvoyer un feedback par rapport à ce qui se passe sur le plateau. Donc nous, on réfléchit avec eux à ce genre de choses. C'est vraiment à l'état d'idée pour l'instant, c'est très embryonnaire, mais c'est vraiment super intéressant de se dire qu'on peut avoir avec finalement du matériel qui pourrait presque être systématiquement réutilisé, plein de jeux différents. Parce que le plateau, il est intelligent, effectivement, comme un iPad va l'être, et ça c'est intéressant. On pourrait même imaginer des plateaux avec des petits écrans OLED, ce genre de choses. On va imaginer plein de choses avec eux qui pourraient se faire à des moindres coûts. Aujourd'hui, il y a toujours un enjeu sur ce genre de technologie, il y a toujours un enjeu industriel qui fait que ça met du temps. Voilà, ça met du temps et que le jeu de société, c'est pas forcément l'argument massu auprès d'un industriel pour amener une technologie à maturité. Mais effectivement, ça fait partie de la démarche, ça c'est sûr. Oui, je parle fort là. Oui, alors ce que tu disais, c'est un problème de coût. Là actuellement, nous en proto, on a plein de choses qui marchent sur des grands plateaux, sur des tables, avec différentes technos. Alors après, par contre, sur la réalité augmentée, alors à part les Google Glass où tu l'as vraiment devant toi, nous on a testé plein de choses et justement, moi je trouve que ça marche pas. C'est-à-dire que ce que je veux, quand l'écran est déporté, c'est-à-dire par exemple, tu vois les jeux de cartes comme, je sais plus, moi j'en ai testé pas mal, où tu joues aux cartes, tu poses ta carte, mais tu es obligé de regarder un écran pour savoir ce qui se passe. Ça casse le cercle magique en gros, t'es plus dans le jeu. Moi j'en ai testé pas mal et ça c'est un problème. C'est pour ça que nous on est revenu plutôt poser des objets sur l'écran, donc tu regardes vraiment l'écran et l'objet, il y a une interaction, alors que poser, toi, si je pose un objet là, je suis obligé de regarder l'écran pour savoir s'il crache des flammes, moi je trouve que ça marche pas. Alors j'espère qu'on va trouver, alors à part maintenant les Google Glass où tu as franchement la réalité augmentée qui est projetée sur ton œil, donc je te vois en même temps et je vois mes mails en même temps, voilà, je sais pas si ça sera intéressant, mais dans le jeu je pense qu'il y a des choses à faire là, par contre, tu vois, d'avoir des informations cachées par exemple, c'est-à-dire que là je pose ce pion, moi j'ai des informations que toi tu peux pas voir, voilà, là en termes de gameplay c'est intéressant, mais pareil, c'est vrai que c'est dur de, quoique le jeu, ça dépend, des fois au niveau pour arriver à faire passer une techno, c'est-à-dire que nous il y a un truc assez marrant, il y a des chercheurs qui viennent nous voir, qui développent des choses, et qui disent voilà, j'ai fait ça, et vous faites waouh, mais je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de jeu? Parce que le jeu est quelque chose qui fait passer une idée assez facilement. Ouais, c'est comme dire bonjour avec un sourire, ce que je dis à mes fils, ouais, ça passe beaucoup mieux, vous allez voir, ou dire merci, voilà. Et faire un petit prototype de jeu, même si le but du jeu, le but justement n'est pas un jeu, mais je sais pas, un nouveau système haptique par exemple. Il y a pas mal de choses avec des vibrations dont on travaille, des chercheurs qui travaillent sur tout ce qui est illusion juste par la vibration. C'est-à-dire que vraiment, vous tenez quelque chose qui vibre et vous avez vraiment l'impression que c'est doux, que c'est froid, que c'est chaud, que c'est rugueux, alors que c'est juste un truc qui vibre, ou qu'il est en équilibre. Et là, on développe des mini-jeux pour arriver, à les faire progresser, ce qui vaut au niveau ergonomie, en fait, la manière dont les gens le perçoivent, et aussi dire, on a fait un mini-jeu qui explique ma technologie. Après, génial si ça devient un vrai jeu, mais c'est un outil aussi, le jeu. Nous, on en est arrivé là. Au début, c'était un outil, le jeu. C'était juste comment expliquer que quand on pose un objet, il est reconnu. On va faire un petit jeu parce que, au lieu de montrer une photo, voilà. Et on va montrer les interactions que ça peut avoir, et ça passe beaucoup plus facilement. Par contre, après, c'est le coût. Voilà. C'est que tout d'un coup, c'est l'industrialisation. Ça dépend vraiment des gens qu'on a en face de nous. Nous, on a rencontré les gens de Gemalto qui fabriquent les cartes NFC, donc les cartes sans contact. Ils ont un laboratoire chez eux qui fabrique ces cartes-là et qui veut quasiment uniquement les exploiter sous forme ludique.
C'est-à-dire que pour vendre en interne les technologies qu'ils développent au sein de ce laboratoire, ils ont envie de montrer que voilà, il y a une interaction qui peut se faire entre les objets et la réalité. Et pour eux, un jeu, c'est un bon moyen de le montrer. Et c'est un enjeu interne quasiment chez eux pour ça. Mais ça dépend des gens avec qui on a affaire. Ipone, par exemple, qui va négocier avec des industriels qui fabriquent des écrans, ce genre de choses. Bon, ils vont leur montrer un jeu. Peut-être que les gens de chez Samsung ils vont dire ouais, c'est chouette, mais bon, voilà, comment on peut le vendre. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire, à qui on parle et quel est l'objectif final de ce qu'on est en train de développer. Mais ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que le jeu devient en interne dans les grands groupes. C'est au lieu de faire une bonne présentation PowerPoint avec des chiffres partout, non, mais j'ai vu ça, hein, des chercheurs, donc des gens qui vraiment amènent des choses assez pointues, en font un mini-jeu, parce que le jeu commence à rentrer dans la culture, parce que tout d'un coup, on a des chercheurs de 30 ans. Voilà, donc quand vous avez 30 ans... Puis c'est bluffant tout de suite voilà, de le montrer. C'est bluffant, c'est rigolo. Et ça dédramatise un peu le jeu, enfin le jeu, ça dramatise l'enjeu en fait, sans jeu de mots. Et c'est un outil de communication assez fort en fait. C'est pas du serious gaming, c'est on va dire le jeu au service pour aider à faire passer une idée. Et après ça peut devenir un jeu. Mais moi j'ai vu ça plusieurs fois là, ça fait 3 fois là que je travaille sur des projets comme ça, où c'est le jeu qui fait passer l'idée, la technologie en gros. Et après, ces industriels ou ces gens qui décident ou pas de continuer, c'est grâce au jeu qu'ils ont compris les enjeux, les tenants, les aboutissants au niveau interaction, à quoi peut servir cette techno. Voilà, ça, c'est des processus qui sont très longs pour eux et pour nous, parce qu'ils vont faire appel à nous presque comme des prestataires pour qu'on leur donne des idées. Et nous, en développant ces choses, on va se dire ça, ce serait vraiment super de pouvoir le faire. Du coup, on a envie de pouvoir les aider parce qu'on sait que si eux, ils arrivent à démocratiser leur techno, elle va valoir beaucoup moins cher et qu'on va pouvoir, nous, à notre tour, l'utiliser pour développer ce nouveau produit. Mais c'est des processus qui sont très longs, qui peuvent prendre encore des années. Moi, du coup, j'avais juste une question par rapport donc aux jeux vidéo, aux jeux de société. Est-ce que pour vous, il y aura une coexistence toujours, ou est-ce qu'il y aura une évolution qui va se faire, un rapprochement entre les deux? Voilà, quel est votre point de vue sur l'avenir du jeu de société et du jeu vidéo en parallèle du coup? Moi, je pense que quand on voit l'âge du jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est nouveau, hein. Le jeu vidéo, ça n'a jamais tué le jeu de société. C'est deux marchés qui sont complètement différents. Et à mon sens, on va forcément vers des choses comme les éditions volumiques le fait, qui vont être un rapprochement de ces deux médias. Il n'y en a pas un qui va manger l'autre. C'est deux choses qui sont complémentaires. L'objet, ça restera un objet. Le digital, ça restera quelque chose de digital. On va juste chercher à les faire fonctionner ensemble. Voilà. Et à créer des nouveaux types de jeux. Et c'est pas pour ça qu'on continuera pas à jouer au cochon qui rit comme ça à un moment, ou à un jeu de cartes, ou à un pur jeu vidéo, parce que ça restera simplement des produits différents. Voilà. Comme au cinéma, les blockbusters hollywoodiens n'ont pas forcément tué un film d'auteur ou la télé. Voilà. Je pense que c'est... Enfin, à mon sens, c'est des choses qui sont destinées à vivre ensemble et à se rapprocher parce que maintenant la techno permet de les rapprocher. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Par contre, les jeux vidéo, ils existent depuis 40 ans et ils n'ont pas pour autant tué le jeu de société, quoi. Et d'ailleurs, on voit dans les game designers, toi tu viens du jeu vidéo, moi un petit peu, nous on a pas mal de game designers de jeux vidéo pur et dur qui viennent nous voir par curiosité puisque, un peu comme moi, l'écran on en avait un peu marre. Enfin, c'est-à-dire que, vous voyez, 3 boutons ou 4 ou 6, voilà, et puis un écran. Au niveau interaction pour des game designers, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est génial, hein, moi j'adore les jeux vidéo, je connais très bien les jeux vidéo, mais au bout d'un moment, on se dit, mais si on rajoutait un côté physique, tactile, vous voyez, là, j'ai vu ce qui est passé, c'est pas la game, alors comment elle s'appelle, la Xbox One, ils ont rajouté un retour de force sur les manettes, c'est ça le plus important, le reste c'est toujours pareil, hein. Mais ça c'est quelque chose à mon avis, ce retour tactile, il va y avoir sûrement une vibration, mais à mon avis c'est les game designers qui l'ont demandé, on veut, alors que le Kinect, taper dans le vide, à part les jeux de danse, c'est pas très intéressant. Voilà. En tout cas, les game designers n'ont pas encore trouvé un truc intéressant à faire avec, à mon avis. C'est de notre faute, hein. Après, il y a nous de trouver. Mais par exemple, le retour de force physique, hein, c'est-à-dire d'arriver à avoir quelque chose, juste une manette qui peut, je sais pas, gonfler à un moment donné, tout d'un coup, ça va rajouter une dimension tactile, physique, musculaire qui va permettre de faire plein de choses nouvelles. Et à mon avis, là, le jeu de société va... Il y a des adaptations, c'est-à-dire d'ailleurs, il y a des game designers. C'est quoi, Nicolas Normandon, par exemple, qui est chez Ubisoft et qui fait des jeux de société. Voilà, c'est quelqu'un qui a une double culture et ça se passe très bien. Donc, et de plus en plus, moi j'étais au Japon il n'y a pas très longtemps. C'était marrant. J'ai fait des conférences. C'était plus vraiment des gens qui travaillaient sur le papier et tout. Et il y avait ils avaient amené des écoles de jeux vidéo
volontairement pour leur montrer ce qu'on pouvait faire. Alors, à mon grand étonnement, c'était très bien, ils connaissaient très bien les jeux de cartes. Les jeunes game designers de jeux vidéo japonais connaissaient très très bien tous les jeux de cartes, mais par contre les jeux de société à l'occidental connaissaient moins bien. Ils étaient assez passionnés par ça et ça allait leur ouvrir vraiment. Ils étaient c'était super rigolo de les voir jouer avec ça parce que ça leur donnait des idées après pour des jeux vidéo. Donc en gros, c'est une sorte de cercle, comme le cinéma et le théâtre, ou le théâtre et le cinéma. Nous, on a un exemple assez concret qui va arriver, c'est que le jeu qu'on va sortir à SN cette année, c'est un jeu qui s'appelle Quantum, qui a été designé intégralement par un designer de jeux vidéo qui s'appelle Eric Zimmerman, qui est un game designer assez connu dans le jeu vidéo. Et il a voulu se tester sur du design de jeux de société. Et c'est assez rigolo parce que le jeu, quand on y joue, on sent qu'il y a plein de mécanismes qui viennent du jeu vidéo. La façon de concevoir le plateau, la façon d'amener les éléments les uns avec les autres, c'est une démarche qui est complètement différente d'un designer de jeux de société et ça le rend vraiment super intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Lui, il a déjà gagné un prix de jeu vidéo pour le design de ce jeu de société, ce qui est assez étonnant. Et lui, il a vraiment fait ça parce qu'il avait envie, comme disait Étienne, d'essayer autre chose que le jeu vidéo, voir si finalement son savoir-faire, tout son acquis dans du level design, dans des mécaniques de jeu, il pouvait le transposer sur quelque chose de physique. Il l'a fait avec toutes les contraintes de la chose et il l'a vraiment super bien fait. Nous, on a été complètement bluffés par le design du jeu. Je pense que quelqu'un comme Antoine Bozin, c'est quelqu'un qui travaille aussi, il fait du jeu de société principalement, mais il intervient aussi sur des designs de jeux vidéo. Voilà. C'est des métiers qui se resserrent et qui vont se croiser de toute façon. Alors, à moins qu'il y ait une dernière toute petite question. Oui. Après, il faut qu'on arrête. En fait, avec le Cluedo, là, vous m'avez fait penser à quelque chose. Est-ce que, du coup, avec une tablette et un plateau de jeu, on ne pourrait pas faire un jeu de rôle avec le maître du jeu, ça serait du coup la tablette ou quelque chose de préenregistré avec les combats, au lieu de jeter des 3000 dés, un dé 10, des dés 8, etc., et avoir quelque chose qui soit du coup plus calculé par l'objet, quoi. Toute la partie mécanique, oui, c'est le cas. C'est clairement le genre d'idée sur lesquelles on travaille avec Hippone, où j'imagine que Étienne, chez les éditions volumiques, ils ont exactement le même genre de réflexion. Sur toute la partie mécanique, oui. Sur la partie interaction humaine, qui est quelque chose quand même de primordial dans le jeu de rôle, parler à son iPad pour lui dire je vais là, l'iPad qui dit ok, oui, ça existait, hein, c'était l'Aigle d'Or à l'époque, dans les années 80, c'était des jeux de rôle sur ordinateur, il y en a déjà avec ce genre de retour, mais on n'a pas l'intérêt du jeu de rôle. Ça marche mécaniquement, mais c'est pas intéressant. Par contre, le fait d'être connecté, oui, on peut envisager de jouer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, comme des gens le font déjà, via Skype, via tout ce qu'on veut. Bon, les outils se rejoignent, mais moi, à mon sens, je pense pas qu'on aura un jour un jeu de rôle avec une IA super évoluée qui réagira comme un humain, qui improvisera, qui fera tout ce qui est finalement l'intérêt du jeu de rôle sur une plateforme digitale. Par contre, on va avoir toute une partie assez fastidieuse, comme vous disiez, lancer les dés, regarder dans ces tables de règles, etc., qui sera complètement prise en charge par la plateforme numérique. Ça, c'est intéressant déjà. Moi, je peux vous montrer une petite vidéo, la dernière. Alors, attends. Là, c'était une idée que j'ai eue en jouant à un jeu de rôle. Et alors là, c'est pour... dernier. Voilà. Donc là, ça va être dur parce qu'il y a du son. Mais l'idée, vous voyez, alors là, c'est prototype, mais vraiment début. Vous avez un petit pion, vous êtes tout seul. D'accord ? Vous n'avez que du papier blanc. On est très jeu de rôle. On a une feuille de papier, un stylo. Par contre, j'ai un petit pion. Ce petit pion, il a un accéléromètre, plus il a un petit peu de mémoire et il a un petit speaker. Donc, il est capable de faire du son. Vous le mettez toujours au même endroit au départ. Et ce petit pion, il va vous dire ce qu'il voit. Donc en fait, vous êtes aveugle, c'est lui qui va vous expliquer ce qu'il voit. Un peu comme le maître du jeu qui vous dit, je défonce la porte, j'arrive là. Et là, le maître du jeu va dire, alors là, tu te retrouves devant Nicolas et son fils. Voilà. Et donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous le posez et le petit pion va vous dire, alors là, il n'y a pas le son, mais il dit, devant moi se trouve une grande porte, à ma droite, un petit mur que je peux escalader, et à ma gauche, une petite cabane. Et en gros, on vous demande de dessiner. Il faut que vous dessiniez ce qu'il vous dit.
Et c'est important de le dessiner parce qu'après il y a des sortes de non mais en plus là le petit jeu c'est avec ce qu'on a dessiné des fois c'est des indices, on le sait pas tout de suite. Et après je le déplace. Il sait qu'il s'est déplacé vers la gauche, donc il sait qu'il est sur la case de gauche, et donc il vous explique ce qu'il y a. Là, il dit j'ai trouvé une épée dans la cabane et tout. Par contre, si je le déplace vers le haut, il fait non, t'as pas le droit, parce qu'il y a un mur, voilà. Et donc petit à petit, il y a 9 cases et on doit dessiner, voilà. Donc ça, c'est une idée qui vient du jeu de rôle, qui remplace pas l'interaction avec un maître du jeu. C'est plutôt un livre dont on peut être le héros, mais vraiment physiquement. Et là, je commence à le tester. Alors là, actuellement, avec un téléphone, parce que le téléphone a un accéléromètre, donc on sait où il est. Après, pareil, faire un petit pion comme ça, avec de l'électronique, une pile et tout, il faut en fabriquer 50 000 ou 100 000 pour que ça commence à être... que le pion ne coûte pas 50 €. Donc voilà, là, on va quand même le tester avant de se lancer à fabriquer 50 000. Voilà, c'est pas... Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose où on est vraiment que sur du papier. Hein. L'électronique est entièrement inclus là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un projet... voilà, bien sûr, il y a le dragon, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est beaucoup basé sur le son. Voilà, en fait, c'est que basé sur le son, d'ailleurs. Hein. C'est le son et le déplacement. Donc ça, c'est un... Voilà. Et après, ce qui est marrant, c'est suivant les gens, les dessins ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des gens qui ont... Moi, j'ai fait tester avec un adulte. Lui, il a écrit porte. Non, il faut la dessiner. Oh, c'est plus rapide d'écrire porte, maison, voilà. Mais ça, c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant. Alors là, il y a beaucoup de travail à la fois technique et en ergonomie. Et puis en histoire, parce que qu'est-ce qu'on raconte comme histoire avec ça. Voilà. Mais c'est plutôt inspiré des jeux de rôle, mais ça remplace pas. Mais c'est vrai ce que tu dis... Enfin, là en ce moment, moi je redécouvre le jeu de rôle avec un ami. Il nous simplifie les règles. En plus, on est très old school. Voilà, on fait du Cthulhu 1983. Enfin voilà, voilà. C'est lui qui s'occupe des règles et même des fois c'est bon, allez, c'est bon, c'est passé. Enfin voilà, parce que sinon tu as des tables de règles et tout. Et d'ailleurs, il utilise de l'iPad pour les règles. Hein. Des fois, au lieu de fouiller dans un, il est sur l'iPad. Voilà. Mais par contre, on est vraiment face à face. Voilà. Et là, je pense que c'est même pas la peine d'essayer de le remplacer. Par contre, il faut le fluidifier. C'est vrai que des fois, des parties de jeux de rôle où on est à calculer, ça casse un peu l'ambiance. Voilà. Donc c'est plutôt trouver un juste équilibre, puis garder comme un jeu de cartes. Et je pense que le jeu de rôle souffre aussi beaucoup depuis quelques années de cette complexité, du fait que moi qui suis un vieux rôliste, aujourd'hui j'ai envie d'essayer plein de jeux, mais je prends les livres, je me dis super, il est super beau, 300 pages. Voilà, il faut se les taper, quoi, les 300 pages de règles, de discours, de tout ce qu'on veut. Avant, j'adorais ça, maintenant, j'ai juste plus le temps. Et je pense qu'il y a tout un public comme ça qui aimerait avoir quelque chose de simple, de fluidifié, mais d'intéressant, avec du contenu. Parce que finalement, c'est le contenu qu'on va chercher dans le jeu de rôle. C'est pas forcément de lancer des dés, ça fait partie du plaisir, évidemment. Mais le vrai plaisir du jeu de rôle, c'est de le maîtriser. C'est de le maîtriser même en tant que joueur, en tant que maître et en tant que joueur. Et du coup, c'est vrai qu'offrir tous ces outils-là, c'est quelque chose qui est quand même... qui est un vrai plus et qui pourrait permettre de démocratiser aussi, de redémocratiser le jeu de rôle auprès d'un public qui aimerait ça aujourd'hui. Allô ? Ouais. D'ailleurs, dans le jeu de rôle, c'est assez marrant. Avec les jeux narrativistes ou des choses comme ça actuellement, c'est des jeux de rôle, mais l'idée c'est en 1 heure, c'est bon, on peut y jouer. Même voir en une demi-heure des fois. On voit l'évolution. Non mais c'est intéressant de voir l'évolution. Par contre, ça, je pense, ça peut aider à la renaissance des jeux de rôle, à fluidifier. Et c'est vrai que voilà, commencer un jeu de rôle et on passe d'abord 3 jours à lire les règles, à comprendre, et puis après à jouer, puis en fait c'est pas du tout ça en plus. Voilà. Bon, ça fait pas si du plaisir, mais et puis s'apercevoir que peut-être le jeu est pas bien à la fois. Ça peut arriver. Dire, en fait ce système il marche pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est un investissement actuellement qui est, je pense on avait beaucoup plus. Je sais. Voilà, il faudrait demander à un très jeune garçon. Voilà, je sais que les jeunes actuellement, quand je dis les jeunes, c'est les 14-15 ans, les Harry Potter et les choses comme ça, ils sont capables de lire. D'ailleurs, c'est un argument de vente. Il faut que le livre fasse plus de 600 pages. Sinon, c'est pas valable. C'est intéressant. On dit que les jeunes ne lisent pas, mais en fait, si. C'est des gros pavés. Les Trônes de Fer, les Harry Potter, des choses comme ça. Donc, il y a un moment donné, je pense, entre 13 et 18 ans, on a le temps de se plonger là-dedans, mais c'est vrai qu'après, on est dans un monde qui va très très vite. Après, on bosse. Non, mais c'est ça. Ou on joue, mais vite. Ok, donc on arrive au bout de la table ronde, donc je vous remercie tous les deux. Je remercie le public d'avoir résisté aux nombreuses attaques sonores jusqu'au bout. Et voilà, merci beaucoup. Puis vous pouvez venir voir les jeux de plus près.